Bonjour à tous et à toutes. Ravi d'être avec vous, effectivement, pour moi, pas dans le métaverse, mais bien ici sur scène. On va faire un petit tour à la fois de vos challenges, mais aussi de toutes les nouvelles opportunités qui s'offrent à vous, que ce soit d'ailleurs en e-commerce ou en retail. D'ailleurs, je ne sais plus si à terme, on ne dira pas juste le commerce. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Je vais essayer de synthétiser tout ça. J'aurais certainement oublié deux ou trois petites choses. Évidemment, on a tous vu le e-commerce exploser. Alors, ça commence un tout petit peu à se calmer, mais on n'est clairement pas revenu en arrière. Et pourtant, on en parle tous les jours. Moi, à chaque fois que j'en parle avec mes clients, j'ai envie de leur dire, mais de quel e-commerce on parle? Parce que finalement, entre les marketplaces, entre le direct-to-consumer, entre la seconde main, entre la location, entre l'abonnement, entre l'affiliation, entre les influenceurs, enfin, il y a tellement de nouvelles possibilités. Évidemment, l'idée, c'est pas tout faire, mais c'est quand même de s'interroger sur chacune de ces possibilités et de se dire finalement où est-ce qu'on doit aller, qu'est-ce qui compte dans ma consumer journey, ou finalement où est-ce que je suis capable d'être le plus fort ou de faire un quick win. Et en même temps, on l'a tous vécu, je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça a été compliqué, ce Covid, et je pense encore en particulier aux Chinois qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, qui ont été touchés encore plus récemment. Nous, on a été choqués quand on était à la NRF, on dit oui, on y est allé cette année en janvier, et c'est bien la première fois en 20 ans où j'ai vu New York moins dynamique que Paris. D'un seul coup, on a vu jusqu'à 25% des pas de porte sur Broadway, sur la 5e avenue, fermés. Là-bas, il n'y avait pas d'aide comme en France. Ça ferme plus vite, ça réouvre plus vite, mais on a bien vu qu'effectivement, aujourd'hui, il faut être sur le magasin physique, mais si on n'est que sur le magasin physique, effectivement, quand on a ce type de problématique, ça pique un tiers des New-Yorkais en avril 2021 qui n'avaient pas de job. Et ça fait beaucoup de monde, le retail, by the way. Évidemment, un grand gagnant, c'est quelqu'un qui était bien prêt à surfer sur cette tendance, c'est Amazon. Amazon, c'est 1 600 000 employés désormais. C'est 800 000 personnes de plus en 4 ans. Je ne sais pas qui est leur DRH, mais il doit avoir un petit peu de boulot. Forcément, ça nous fouette tous un peu, et en même temps, je crois que plus que jamais, Amazon va avoir beaucoup plus de concurrence désormais, là où finalement il était un peu tranquille, à part en Chine face à Alibaba ou JD.com. Là, je crois que tout le monde a bien compris le message, ils vont avoir de la concurrence, et je crois que vous allez tous être en face d'Amazon désormais. Mais c'est vrai que le sujet, ce n'est pas le retail ou l'e-commerce, c'est vraiment l'omnicanal. Alors c'est facile à dire, on me dit tous l'omnicanal. Sauf que finalement, l'omnicanal, c'est quoi? C'est d'abord le marketing omnicanal, c'est être capable d'utiliser tous ces touchpoints, et Dieu sait s'il y en a beaucoup. Évidemment, le commerce, et on a vu toute la complexité, tout le foisonnement, toutes ces possibilités, et ça n'arrête pas de bouger. Et puis c'est quand même cette expérience et ce service client, finalement, qui est loin d'être facile. On va être très franc, aujourd'hui, on fait tous plutôt du multicanal, et c'est déjà pas mal. Demain, ce qui serait bien, c'est qu'effectivement, ça soit sans couture, fluide, comme on en rêve tous. On a certaines fois des legacy, on a des nouveaux outils, merci Cégide, mais effectivement, ça prend un petit peu de temps. Alors j'avais piqué cette slide à OMD qui nous disait l'important face au Covid, c'est d'apprendre plus vite et de réagir plus vite. Et je pense que c'est vraiment la leçon aujourd'hui quand on dit accélérer le rythme, c'est vraiment ça, c'est de se dire on ne peut pas avoir raison sur tout, mais plus on va tester vite, plus on peut échanger et partager sa courbe d'apprentissage avec les autres, vos homologues, les startups, on l'a vu avec le programme de Cégide Station F, plus on va être capable finalement de trouver à un moment les bonnes solutions, les bonnes approches, les bonnes réponses aux clients, mais effectivement, il va falloir mettre de la volonté. Alors j'ai gardé 5 tendances pour nous aujourd'hui. La première, je ne vais pas finalement dire beaucoup, puisque demain, vous aurez une session spéciale avec Eric Brionnes, un bon ami et très doué sur le sujet, en particulier sur les sujets de la beauté et du luxe. C'est vrai que voilà, on a vu ce mot au CES, le Consumer Electronics Show en 2022, c'était vraiment le buzzword. Tout le monde nous parlait, tout le monde avait un peu réhabillé son stand avec Metaverse, plus ou moins, on va dire de manière cohérente, parce que Metaverse for Mobility, il va falloir m'expliquer ce que c'est. Je ne sais pas si on va aller prendre le métro dans le Metaverse ou des ascenseurs là-bas. Et on sent qu'il y a de l'idée, mais qu'au niveau de l'équipement, ce n'est pas encore exactement ça. Vous verrez sur le stand une belle démo tout à l'heure. Mais vous voyez, par exemple, il y a encore le câble des fois pour recharger le casque, parce que la batterie n'est pas non plus, pour 2 jours d'événement, c'est un petit peu long. Donc voilà, on voit qu'il y a une accélération ou un réintérêt depuis l'annonce du rebranding de Facebook en méta. Mais en même temps, ce n'est pas du tout nouveau. Vous allez voir
Vous êtes peut-être tous gamers déjà, ou sinon vos enfants ou vos ados, vous allez voir, ils vont vous regarder. Bon, ils n'appellent pas forcément ça le métaverse, mais depuis qu'on a les Sims, Roblox, Minecraft, Fortnite, très populaire, Animal Crossing ou les autres, bah, finalement on passe déjà beaucoup de temps connecté à des plateformes. Alors des fois pour jouer, des fois pour échanger, se rencontrer. On espère de plus en plus pour travailler, pourquoi pas pour commercer demain, mais finalement, voilà, on n'est qu'à déjà 20 ans. On se rappelle aussi de Second Life, hein, ça fait déjà quelques années. Donc on va voir là où ça nous mène. Ce qui est sûr, c'est peut-être qu'avant d'arriver au métaverse, on a déjà des briques, des technologies qui sont très intéressantes avec lesquelles on peut déjà faire du vrai business. D'abord, on a tout ce qui est modélisation 3D, on appelle ça synthétique média aussi. On va utiliser l'image de synthèse pour faire quoi? Par exemple, voilà une startup, vous allez pouvoir faire virtuellement vos shootings avec des images 3D photoréalistes. Au lieu d'aller shooter ma cuisine pour Ikea, je vais modéliser ça, je vais faire mon shoot. Et si j'ai envie de changer dans 3 semaines ou dans 3 mois parce que j'ai besoin de faire un nouveau catalogue, une nouvelle banner, une nouvelle vidéo, je vais pouvoir virtuellement, dans mon studio virtuel, recommencer. Je vais pouvoir des fois compenser le fait que mon magasin est ouvert, est fermé, ou alors le week-end, ou voilà, avec tout ce qui est un peu les fils de réalité augmentée pour tout ce qui est SIH virtuel. Alors c'est pas parfait, mais c'est quand même mieux que d'être fermé. On voit aussi le retour des avatars sur les sites web, ou même, vous savez, dans les points de vente sur des écrans, des fois pour nous interpeller, pour nous divertir, pour nous conseiller. Là encore, les avatars, ils peuvent être là 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et on voit quand même des technologies qui s'améliorent. Et puis peut-être qu'à la fin, effectivement, on pourra aller vers ce fameux ou ces fameux métaverses, puisqu'à priori, il y aura plusieurs plateformes. Mais ça, c'est Eric qui nous en parlera demain. Alors un peu à l'opposé du métaverse, on a tous un autre souci, c'est celui de la sustainability et de l'inclusion. Et là, on le voit, je ne vais pas vous déprimer totalement, mais bon, on est content d'avoir du soleil et beau temps à Monaco. On devrait avoir quasiment 40 degrés en France à la fin de la semaine. On a des problèmes climatiques, on a des pertes de biodiversité. Effectivement, ça a un impact pas anodin sur nos vies, sur nos logements, sur nos habitats, sur nos cultures. Et face à ça, évidemment, ça crée des tensions quand on n'a plus à manger, quand on n'a plus nulle part où aller. Effectivement, c'est pas simple. Et on a tous un rôle à jouer, évidemment, puisque ce n'est plus une option. Ce n'est plus une option tout simplement parce que nos clients, désormais, nous mettent la pression. Et regardez, si vous avez des plus jeunes chez vous, vous allez voir à quel point ils sont déjà sensibilisés et engagés, voire des fois un peu éco-anxieux. Nos employés, nos propres employés qui nous mettent la pression, mais qui en même temps nous aident à trouver des solutions. Pour les plus récalcitrants, les régulateurs, qui savent faire deux choses, des taxes et des interdictions. Je pense que vous avez tous vu la loi climat en France ou le Green Deal européen. Il y en aura bien d'autres. On va avoir quasiment chaque semaine des nouvelles interdictions, des incentives à réduire notre impact CO2. Et puis on a les marchés financiers qui s'y mettent aussi en se disant finalement si vous allez être taxé et interdit, on ne va pas investir dans les mauvaises entreprises qui dégradent la nature. Et effectivement, avec les ESG, ce reporting durable va devenir de plus en plus important. Alors c'est vrai que des fois, on résume un petit peu tout ça à la baisse de l'empreinte carbone, qui est un vrai sujet, qui est une façon de quantifier les choses. Mais la réalité, c'est que c'est beaucoup plus que ça, le développement durable et inclusif. Je pense que vous avez tous vu cette grille de lecture, c'est 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Finalement, ça nous fait une grille de lecture assez partagée dans le monde entier qui nous rappelle que c'est beaucoup plus. C'est la protection de l'eau, c'est l'égalité des chances et des sexes, c'est l'éducation des jeunes filles. Enfin, il y a énormément de choses. Évidemment, l'idée, c'est qu'on ne va pas tout faire chacun, mais si on peut tous choisir 1, 2, 3 priorités auxquelles on va contribuer, ça va aider. Et on va être très franc, on était un petit peu surpris quand on était à la NRF cette année, de voir à quel point le retail et le commerce américain est un peu en retard. Alors pas sur l'inclusion, ça on en parlera, mais effectivement sur le sustainable, eux, on va dire qu'ils sont plus ou moins en train de découvrir le sujet et c'est encore un peu des grandes annonces en mode oui, la planète c'est important, c'est super. Là on n'en est plus vraiment là et on sent qu'il y a une accélération côté Europe tout doucement en Asie sur cette nécessité de plus juste promettre mais d'agir et donc il va vraiment falloir mettre à jour ce type de discours demain. Et des fois c'est des petites actions cumulées qui font des grandes différences. J'ai beaucoup aimé les annonces de Samsung au CES cette année qui nous ont dit on a regardé déjà des choses simples qu'on peut faire. On a tous acheté une télé. Finalement, la télé, dès qu'elle arrive, on la déballe, on jette le carton. Ils se sont dit à quoi ça sert d'imprimer un carton en quadrichromie, vernis, etc., avec des super agrafes, vu qu'on va toucher. Donc désormais, c'est juste un simple carton. Il n'y a plus d'agrafes, il n'y a plus de quadrichromie. Et déjà, ça, c'est énorme en termes d'impact, vu le volume de télé. Mais ils se sont dit aussi, on galère tous avec nos piles et notre télécommande. Finalement, ça fait des millions, voire des dizaines de millions de piles qui sont jetées dans la nature chaque année. On va mettre un petit panneau solaire
dans toute notre télécommande. Vous voyez, des fois, ce n'est pas de faire des grands discours sur la planète, c'est de trouver des petites actions simples dans tout le cycle de vie de votre produit en disant dès la conception, ou dans le recyclage, ou dans ce qui se passe après, parce qu'il aurait pu dire les cartons, une fois qu'on les a vendus, c'est plus notre problème. Bah non, ça reste un problème. Ça peut être aussi redécouvrir tout un tas de matières, où on va peut-être utiliser moins de cuir ou moins de plastique. Et là, on voit d'un seul coup, on redécouvre plein de matières qu'on avait un petit peu oubliées, parce que c'est vrai que le plastique, c'est fantastique, mais ça pollue aussi beaucoup les océans. Et on voit que certaines marques vont beaucoup plus loin. Et effectivement, Patagonia nous a montré un petit peu la voie. C'est finalement dans la culture même, dans l'ADN, dans toutes les pratiques, on va essayer de réduire, de réparer, de recycler, de réinventer les produits. Et pour info, ils sont en croissance depuis 10 à 15 ans. Ils font plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Donc ça montre qu'on peut investir. Ça coûte de l'argent à court terme, mais que c'est rentable de faire du sustainable commerce. Et j'aime beaucoup... Alors j'ai mis Kerim, j'aurais pu en mettre d'autres dans le luxe. C'est finalement cette nécessité de revoir, vous voyez le cercle à gauche, l'entièreté de sa chaîne de valeur, depuis le sourcing, la production, le transport, la fabrication, l'énergie, la distribution, le packaging, etc. Et commencer à identifier finalement là où on doit faire mieux, là où on est obligé d'ailleurs de plus en plus, et là où on nous attend. Parce que finalement, si on n'a pas ce plan de combat, encore une fois, on va arriver avec des grandes promesses et ça ne sera pas très clair. Alors sur l'inclusion, c'est un peu le contraire, il y a encore beaucoup à faire partout dans le monde, mais on sent qu'il y a un peu une sensibilité plus ancienne aux États-Unis, un petit peu moins en Asie, mais c'est en train d'arriver. Effectivement, la lutte contre le sexisme, contre le racisme, le soutien des LGBT, des inégalités sur le handicap, on est encore très en retard. Allez à Paris, 3 stations de métro qui sont accessibles aux handicapés, avec ça on ne va pas aller faire beaucoup de shopping. Donc on voit qu'il y a une attente de justice sociale autour de la diversité, de l'équité, de l'inclusion. Et donc d'un seul coup, là encore, on peut faire plein de grandes promesses ou des fois on peut faire des petites actions toutes simples. Si vous allez chez Nike ou Victoria's Secret, d'un seul coup, c'est aussi simple que de changer les mannequins avec une plus grande variété en termes de morphologie. Ce n'est pas beaucoup plus compliqué que ça, de temps en temps, de reconnaître la diversité de ses clients. Ou alors, on peut prendre l'option technique. Avec La La Land, vous allez pouvoir générer des modèles pour vos shootings photos virtuels, de la mensuration, de la couleur et du sexe ou de l'âge que vous voulez. Donc là, vous n'aurez plus d'excuses de nous dire « oui, mais les agences de mannequins… Non, en fait, désormais, si on veut, on peut. Charge encore, tout simplement, aux décideurs d'avoir compris ce sujet et de vouloir y aller. Alors la troisième tendance, c'est l'utilisation de la data. Cette data dont on n'arrête pas de nous rebattre les oreilles, que ce soit sur la partie supply, que ce soit sur la partie commerce. La supply, c'est un peu le nerf de la guerre en ce moment. Je pense qu'on a tous galéré avec des ruptures de stock. D'un seul coup, on ne peut plus voyager au-dessus de la Russie. On a eu encore la Chine bloquée pendant 2 mois et on était encore en train de subir la fin du retard des containers d'avant. Je ne parle pas d'Evergreen qui était resté bloqué au milieu du canal de Suez. Et donc là, on a des ruptures sur les composants et les puces électroniques. On a toujours un problème de containers et de prix de containers. On a l'inflation qui est en train d'arriver, le coût des matériaux, le coût de l'énergie, le coût du transport. En petit bonus, une guerre en Ukraine. Donc effectivement, c'est pas simple et forcément, ça va tous nous forcer à nous dépasser. D'un seul coup, il faut qu'on pilote beaucoup mieux tous ces accidents, qu'on anticipe, qu'on réagisse beaucoup plus vite. Alors des fois, ça peut être sur des sujets plutôt de traçabilité ou de lutte contre la contrefaçon. Et là, on voit tous les sujets autour des nouvelles technologies de la blockchain, en particulier dans le luxe, pour essayer de vraiment prouver qu'un produit est le bon, qu'il est authentifié, qu'il est suivi tout au long de sa vie. Mais la réalité aussi, c'est, on va dire, l'innovation dans les entrepôts. On se rappelle au tout début, c'était l'arrivée des codes barres, des palettes, des containers, des Fenwick. Ça nous a déjà permis de gagner en efficacité, mais enfin, c'était un peu les années 80. On se rappelle d'Amazon qui avait secoué un petit peu le marché avec ses robots. Ils avaient acheté Kiva Robotics, qui est devenu Amazon, puis d'un seul coup, plein d'autres entreprises concurrentes ont fait la même chose. D'autres ont fait le choix d'automatiser des entrepôts énormes. Ça marche, mais c'est très coûteux. Et ce n'est pas très flexible. On sait tous, le commerce, le problème, c'est qu'entre Noël et le reste de l'année, il y a toujours des pics et c'est très difficile d'adapter, encore plus quand on voit les contraintes en ce moment. Et finalement, on arrive un peu à une quatrième, on va dire, époque avec l'arrivée des micro-fulfillment centers. Donc là où avant, on avait des entrepôts où il fallait beaucoup d'espace pour laisser les Fenwick, laisser passer les humains passer, là, on va vraiment pouvoir comprimer la surface. On va séparer l'espace où sont les humains et l'espace où sont les robots.
On va pouvoir faire comme un Lego, hein, finalement, pour pouvoir aller disposer les produits. C'est des petits robots, donc on va dire, via un espace, tout simplement, mettre les produits. C'est les robots qui vont aller les stocker, qui savent d'ailleurs où c'est, avec de l'intelligence artificielle, et qui vont être capables de ramener les commandes le plus rapidement possible. Évidemment, ça change quoi? Ça change que d'un seul coup, on peut être plus efficace, plus rapide, plus rentable. Et donc, quand on commence à nous parler du fait que la livraison en une journée, c'est même plus assez, puisque là, on n'est même plus à 1 heure, on est quasiment à 10 minutes. Quand on commence à avoir des nouvelles façons de vendre, hein, des vending machines, le click and collect, qu'on appelle le drive en France, Walmart qui est en train de tester des casiers sécurisés qui s'appellent Home Valley pour pouvoir finalement vous livrer peut-être à 5 heures du matin et sécuriser vos produits avec d'ailleurs un espace frais à l'intérieur. Donc ça évite de repasser, on peut optimiser le parcours de livraison. Amazon Prime, maintenant, avec Amazon Key, qui depuis 2-3 ans essaie de vous proposer de vous livrer dans la maison, tout le monde n'est pas hyper chaud, dans le garage ou dans votre voiture. Donc vous changez votre serrure avec une caméra. Donc là encore, c'est une façon... maintenant, ils ont les clés de chez vous. Et puis, là, d'un seul coup, c'est le quick commerce qui arrive. Alors, avec beaucoup de cash et beaucoup de tentatives, on va voir qui restera à la fin et qui sera rentable. Mais en tout cas, on a vu Deliveroo, on a vu Estée Lauder faire des tests, par exemple, avec Uber Eats. Qui aurait imaginé ce type de catégorie, voilà, tester des choses. On a Cajoo, on a Gorillaz, mais il y en a tellement plus. Dans chaque pays, il y a énormément. Évidemment, en Chine, on a Ele.me ou Meituan ou plein d'autres, mais on voit que d'un seul coup, on est en train de nous promettre quasiment une livraison en 10 minutes. Ce qui me paraît juste dingue. Je ne suis pas toujours sûr qu'on en ait réellement besoin, mais en tout cas, évidemment, ça va faire bouger les attentes clients. Quand on est dans le premium ou dans le luxe, si on dit qu'on est mieux que le mainstream, si le mainstream, c'est ça, il va falloir réfléchir effectivement à qu'est-ce qu'on promet. Peut-être pas que de la vitesse, peut-être de la qualité aussi, mais en tout cas, il va falloir se poser des choses. On voit qu'il y a d'autres options. Ça peut être par exemple les lockers, hein, pour pouvoir retirer des produits à la gare, ou tout simplement après les heures d'ouverture des magasins. Donc là aussi, on essaie de fluidifier, d'enlever toutes ces frictions qui nous frettent dans le commerce. Et puis, ça accélère très fort. On a tous entendu parler de la livraison par drone. Ça nous a tous fait un petit peu rigoler, on va être franc. Disant, oui, un jour. Mais là, c'est plus un jour. Ça y est, Walmart, que je suis passé voir il n'y a pas très longtemps, viennent d'annoncer le lancement de la livraison par drone autour de 34 de leurs magasins en 2022. Ils vont pouvoir livrer 4 millions de ménages, et c'est pas un test. Ça y est, ça sort, ils ont une filiale, ça s'appelle DroneUp. Là, ils étaient limités encore par la régulation. Ils devaient pouvoir regarder les drones à vue, c'était un peu compliqué quand même, niveau rentabilité. C'est plus qu'à ça y est, c'est en train de sortir, et en gros, un opérateur va pouvoir gérer 10, 15, 20 drones. En gros, il va être là au cas où il y a un problème. En même temps, la semaine d'après, ils viennent de nous annoncer une annonce avec Gatik. Gatik, c'est des camions autonomes. Il y a 21 États aux États-Unis où on a le droit de rouler sur la route avec des camions autonomes. Là, c'est la première fois qu'on va avoir un camion entre des gros entrepôts et des hyper, donc pas jusqu'au client final, qui vont être sur la route et qui vont transporter des choses. Gatik nous promet quasiment 40% d'économie sur le coût du chauffeur, et accessoirement, il n'y a plus assez de chauffeurs aux États-Unis. À côté de ça, on a Waymo, mais on a tout un tas d'entreprises qui sont en train de se lancer sur le transport autonome, pas juste de particuliers, mais de fret. Et puis, on a la livraison du dernier kilomètre. C'est la 3e génération de Nuro. Donc le drone, voilà, maintenant, il a carrément, vous voyez, un petit airbag pour les piétons. Parce qu'au début, on essaie juste que ça marche, après, on essaie de ne pas tuer les gens. Ça, c'est la version un peu américaine du business, hein, c'est... Voilà, move fast and break things. Et là, effectivement, je ne sais pas si vous avez vu, mais Amazon a une nouvelle filiale qui s'appelle Zoox. Et donc, c'est des navettes autonomes. Imaginez demain un pop-up store autonome, demain un magasin, demain quelqu'un qui vient vous proposer, je ne sais pas, tiens, je vais refaire mon costume, on va prendre mes mesures pendant mon déplacement. Donc tout ça, là, on passe un petit peu de cette idée dino science-fiction à ça y est, c'est en train de devenir très concret, ça arrive, et dans les 1, 2, 3, 4, 5 ans qui arrivent, il va se passer beaucoup de choses. Il y en a même qui nous prédisent que d'ici 2030, 35% de la livraison retail sera opérée par drone. Je ne suis pas encore convaincu sur la deadline, mais en tout cas, eux pensent que ça va changer énormément les choses, évidemment, sur le coût de livraison et sur les acteurs de la livraison. Alors, on a aussi la personnalisation avec la data. C'est pas nouveau, la personnalisation, même dans la mode. Quand on allait à New York dès 2019, on avait Nike, Converse, Levi's qui vous proposaient d'aller customiser votre jean ou votre paire de chaussures. Et puis tout le monde s'y est mis.
On peut graver chez Puma au laser ses chaussures, on peut graver sa bouteille de parfum chez Joe Malone, Nordstrom qui vous propose énormément d'options. On peut même customiser son paquet cadeau. Et ils ont même anticipé qu'on ne peut pas mettre d'insultes dedans. On a essayé juste pour voir, mais non, ils ont anticipé le truc, ils y ont pensé. Ou proposer des services vraiment premium. On va passer 20 minutes, 1 heure pour faire son rouge à lèvres sur mesure. On va aller créer sa poupée jusqu'au choix des taches de rousseur, la couleur des sourcils, des yeux, etc. chez American Girl. Donc là, vraiment, on vend du sur-mesure et du premium. Finalement, c'est un peu ce que la tech nous a fait découvrir. On a tous Netflix, mais chacun une homepage différente. On a peut-être tous Spotify avec une playlist proposée chaque semaine, customisée et adaptée à nos besoins. C'est finalement cette volonté demain de pouvoir fabriquer sur mesure, ou en tout cas de nous aider à choisir. Et donc là, on voit que sur le Virtual Try-On, il y a une accélération, que ce soit sur le make-up, que ce soit avec le rachat de Modiface par L'Oréal, ou sur la mode avec le rachat de Zikit par Walmart. On veut essayer de recréer cette expérience personnalisée. On l'a vu aussi avec la fermeture des salles de gym pendant le Covid, où là, on a vu Peloton, on a vu Lululemon racheter une société 500 millions de dollars pour sortir Mirror, un miroir connecté. On a vu Tonal, on a vu Leadboxer. Finalement, c'est quoi? C'est pouvoir suivre les gens en temps réel, grâce à leurs données, leur donner du feedback, leur proposer des nouveaux contenus, leur proposer pourquoi pas du coaching. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, les AirPods chez Apple, c'est 38 milliards de chiffre d'affaires. Vous pouvez comparer à votre chiffre d'affaires de votre boîte, ça vous donne un ordre d'idée juste sur un produit connecté. Donc il y en a beaucoup qui ne marchent pas, mais quand ça marche, ça peut marcher très fort. Effectivement, demain, si j'ai des données sur vous, je peux vous proposer du contenu sur mesure, des cours sur mesure. Et donc là, on a vu, avec ces logiques d'abonnement et de cours et de coaching autour du sport chez Apple ou chez Nike, on peut vous vendre des masterclass. Ce n'est pas juste des tutos. Là, maintenant, ça devient tellement bon qu'on vous fait payer pour suivre des cours de make-up. Et puis, on va avoir toutes ces applications de diagnostic et de suivi en temps réel. Cette donnée, finalement, il faut pouvoir l'absorber, la traquer, la traiter. Et puis, souvent, on va utiliser l'intelligence artificielle pour nous aider à nous en sortir quand on a des grands volumes. Et finalement, cette IA et cette data, sur tout un tas de pans de vos business, eh bien, elle va changer les choses, elle va accélérer les choses, elle va améliorer la performance. Évidemment, derrière, il y a aussi un enjeu d'abonnement. Plus j'ai de données et plus je passe de cette transaction à une relation, plus je vais pouvoir vous incentiver finalement. C'est un peu la super carte de fidélité. L'Amazon Prime qui est en train finalement de se propager un peu chez tout le monde, c'est demain motiver les gens à dépenser plus souvent, en particulier si les frais de livraison sont intégrés. C'est aussi le sujet du retail média, mais je n'ai pas le temps de le couvrir. En tout cas, un nouveau moyen de pouvoir monétiser votre data en tant que retailer et donc proposer finalement aux marques de dépenser directement chez vous plutôt que chez nos amis des réseaux sociaux. Les vendeurs, évidemment, on ne les oublie pas. On se rappelle que dans le retail, effectivement, une force de vente. On voit qu'aux États-Unis, c'est challenging. Il y a vraiment un phénomène de Great Resignation avec quasiment 4 millions de personnes qui quittent leur job tous les mois. Donc c'est assez énorme. Alors pour plein de raisons. Des fois parce que finalement, en prenant du recul à la faveur du Covid, on s'est rendu compte que être serveur, travailler dans la restauration, des fois c'est compliqué, c'est des horaires, c'est mal rémunéré. D'ailleurs, on voit les salariés d'Amazon essayer de se syndiquer, on voit Uber et les chauffeurs commencer à râler, on voit les livreurs routiers aux États-Unis commencer à manquer. Et donc, on commence à se poser la question d'automatiser certaines tâches, les moins à valeur ajoutée. Ce n'est pas de remplacer forcément le staff, c'est plutôt d'augmenter le staff ou de le décharger des tâches un petit peu pénibles. Donc là, sur tout ce qui est inventaire, avec des robots qui vont passer. Et finalement, c'est de se dire que si j'ai le bon staff avec les bons outils, je vais pouvoir être plus efficace. Si on prend Amazon, vous avez vu, ils ont beaucoup de robots et ils continuent de recruter énormément. Et pourtant, eux, pour générer 10 millions de dollars de revenus, il leur faut beaucoup moins de monde que chez Macy's et Sears. Pourquoi? Parce qu'ils ont les bons outils, ils ont la bonne data, ils ont les bons logiciels pour pouvoir augmenter leur staff et les rendre plus efficaces. Et là, on voit d'un seul coup tout un tas de startups, je pense que vous en verrez plein sur les stands tout à l'heure, pour mieux piloter on va dire, ses équipes, son staff, les tâches, remonter de l'info des points de vente vers le central, partager entre les différents points de vente pour gagner en efficacité. Il va falloir évidemment reformer notre staff, le sensibiliser à ces nouveaux outils, à la data, à l'IA, à la tech, des choses qui n'étaient pas forcément innées pour eux. Et puis pour terminer, le retailtainment. Alors on s'est dit des fois on doit défendre le rôle du magasin, on va le digitaliser. Beaucoup d'essais, beaucoup de fails, des robots pas toujours utiles, des écrans tactiles un peu sales, des hologrammes qui bug.
On voit que souvent, on nous demande de télécharger une app, il n'y a pas forcément de connectivité. Les écrans peuvent tomber en panne ou peuvent se casser. Il faut vraiment l'anticiper pour pouvoir le masquer, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une promesse qu'on n'attendait pas qui est cassée. C'est finalement le format qui marche le mieux, c'est déjà d'utiliser le digital signage. C'est vraiment ces écrans qui peuvent être interactifs. C'est Zelle sans fin. C'est effectivement le magasin qui devient de plus en plus autonome avec Amazon Go et tous ses concurrents qui vont nous promettre de passer à la caisse sans faire la queue, ou le magasin autonome du pauvre avec les vending machines qui font leur grand retour dans plein d'autres catégories, la bijouterie, l'électronique, le make-up. C'est le mobile commerce, et donc là on oublie que souvent le e-commerce ça se passe sur mobile, on y passe 4h23 en moyenne aux États-Unis. On a vu Nike par exemple changer toutes ses bornes et proposer plutôt une application qui permet de tout faire dans le magasin, du scan and pay, du shop the look, booker des entretiens. On voit certaines marques comme Tesla ou comme Starbucks faire des grands efforts en termes d'interface pour réellement proposer une expérience e-commerce supérieure. Starbucks a plus de cash sur sa carte de paiement et de fidélité que Apple Pay aux États-Unis. C'est assez dingue. Et chez Tesla, on peut commander une voiture en moins de 3 minutes sur l'application mobile. Je vous challenge de faire ça chez d'autres. Évidemment, on retrouve le Buy Now Pay Later. Et puis, sur le retailtainment, des fois, c'est juste travailler le fun, la passion, le service, l'instagrammabilité de son point de vente. On n'y pense pas forcément assez. L'animation Camp, voilà, qui est un magasin pour les jouets, pour les jeunes et les enfants, qui est un véritable centre aéré dans lequel on va s'amuser, on va aller prendre des cours de peinture, de gommettes, de pâte à modeler. Eux, là où tous les concurrents sont en train de fermer, ils sont en train d'ouvrir 20 magasins supplémentaires parce qu'ils ont créé une communauté, ils ont créé un engagement qui est assez dingue. Et je pense que vous connaissez tous Apple. 30 pays, 500 magasins, 600 000 sessions de Today at Apple. Vous savez, ces concerts, ces cours, ces intervenants inspirants, 5 millions de participants. Je pense qu'Apple, qui est pourtant le roi de la tech, nous rappelle tous les jours à quel point le point de vente est important. Mais il faut vraiment y investir, que ce soit dans le contenant, le design, dans le service et dans le contenu. Je vais m'arrêter là. En tout cas, j'ai envie de vous dire, je ne suis pas sûr que votre job est simple et facile, mais c'est sûr qu'il va être définitivement passionnant, plus que jamais, si vous êtes capable effectivement de prendre le temps d'apprendre plus vite que la concurrence et d'agir plus vite qu'elle. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.